Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 12 avril 2022 et c'est l'épisode 271. Dans cet épisode, on va profiter un petit peu de l'entre-tour des présidentielles. Il fallait voter dimanche pour faire un petit point sur les propositions en matière de tech des candidats. On va parler aussi de régulation avec le droit à réparer qui avance un petit peu aux États-Unis, dont une partie d'ailleurs semble largement portée par la loi et l'initiative française de faire figurer un score de réparation sur nos appareils. Vous l'avez vu maintenant, notamment sur les sites internet. On va parler aussi du Canada qui voudrait faire comme en Australie, obliger les plateformes tech à payer les éditeurs de contenu d'actualité, donc les sites de news. On a aussi la suite du feuilleton rocambolesque qui se trame entre Twitter et Elon Musk. C'est passionnant ou pas? On va en reparler. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et j'ai le plaisir d'accueillir votre chouchou dans le monde de la pédagogie des nouvelles technologies, auteur de livres Machine de jeu. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ça va bien, oui, je suis ravi d'être le chouchou. Oui, tu es le chouchou. Voilà, tu as le titre officiel du chouchou de... J'adore les chouchous en plus. C'est très bon, c'est un peu gras, mais c'est très bon. Et c'est un peu sucré aussi, mais c'est très bon. Et puis, un peu de sucre aussi, mais on a le plaisir de recevoir pour la première fois dans Tech Café une toute nouvelle voix, c'est celle de Titouan. Salut Titouan, merci de te joindre à nous. Bonjour Guillaume. Salut. Merci beaucoup de te joindre à nous. Alors, tu es un membre de l'équipe qui fait fonctionner un compte Instagram d'infos, pas que, tu vas nous dire tout ça, dans le domaine des nouvelles technologies. C'est un compte d'infos qui est né pendant le confinement, mais qui continue à vivre aujourd'hui. Ça s'appelle l'Apérotech. J'adore le nom. On commence le repas avec l'apéro et puis on le finit avec le café. Donc tout ça est très cohérent. Donc c'est LAPEROTECH sur Instagram. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus peut-être sur le compte Titouan et sur ton activité? Oui, carrément. Alors l'Apérotech, c'est un compte Instagram qui fait de la revue de presse, de la vulgarisation technique et plein d'autres contenus. Donc on s'applique à faire une revue de presse 2 fois par semaine où on aborde plusieurs sujets autour des nouvelles technologies et du web. On essaie de faire ça avec un ton assez léger, mais on reste assez critique et on n'hésite pas à aller en profondeur sur certains sujets. On est aussi présent sur notre site internet avec notamment nos playlists l'Apéroplay à jouer pendant vos apéros évidemment. Excellent. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à l'invite. Moi, c'est vrai que ça fait partie des comptes que je vois passer dans mon fil Instagram. J'aime bien parce que comme ça, c'est un rappel en carrousel notamment de quelques infos un peu phares et puis ça les résume en quelques mots. C'est pas toujours évident. Il faut peut-être l'avoir à l'esprit, c'est pas toujours évident d'arriver à résumer des infos pour rester un peu complet, un peu précis, un peu informatif, mais en même temps pas prendre trop de temps. Donc c'est un bel exercice que vous menez sur Instagram. Ouais. Donc voilà. Pour info, avant qu'on aborde nos news ensemble, je me dois forcément de vous rappeler l'existence d'une plateforme de financement participatif qui s'appelle Patreon. Vous savez, Tech Café, c'est un podcast qui est totalement gratuit, qui dure depuis une décennie maintenant, rien que ça. Et si vous voulez que ça continue, vous pouvez prendre une part active très concrètement au projet. Pour ça, c'est super simple. Vous pouvez aller sur la page patreon.com/Tech Café. Alors Patreon, on ne sait pas toujours comment ça s'écrit et à l'audio ça passe pas très bien, ça s'écrit Patreon. Et puis vous pouvez nous envoyer en gros le prix d'une pinte en terrasse chaque mois, une bonne pinte. Si jamais vous aimez le contenu, l'info, le divertissement qu'on vous délivre chaque semaine et que vous vous dites si je pouvais, j'offrirais bien une bière pour les remercier de leur podcast. Vous pouvez presque le faire en fait. Et puis en plus en acceptant de nous soutenir, vous recevez en échange un flux secret. Je baisse un peu de ton pour que vous soyez bien conscient du caractère exclusif de ce truc, mais c'est un flux secret privé, rien qu'à vous, à ajouter dans votre app de podcast pour écouter Tech Café sans aucune pub. C'est vertueux, c'est transparent, c'est concret. Votez pour nous, merci. Un petit clin d'œil pour The Pomme, pour Gontran Lénard, pour Thierry Engel, pour d'ailleurs un excellent podcast sur les Chromebooks qu'on vous reparlera d'ailleurs, Quentin Conrad. Et puis on a aussi un avis Apple Podcast qui a été déposé de Belgique. Donc c'est Adèle Cartou qui a dit un de mes podcasts tech préférés, sujet varié, vulgariser juste ce qu'il faut pour rester détaillé. Oui, c'est une occasion de vous rappeler qu'on voit tous les avis sur les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, quel que soit votre pays. Donc surtout, montrez-nous d'où vous nous écoutez en laissant vous aussi un avis sur Apple Podcast. On sera ravis de le citer durant un futur épisode. Et sans autre forme de procès, on va donc vous parler
évidemment de tech sous un angle politico-législatif. Et c'était toi, Titouan, qui voulait apporter sur un plateau d'argent pour cet épisode un petit regard sur la tech au regard des propositions politiques des candidats à l'élection présidentielle. Alors c'est vrai que c'est un exercice que d'autres médias ont fait, d'aller faire un focus sur les propositions tech des différents candidats. J'avoue qu'on l'a pas fait, mais c'est beaucoup plus facile à faire aussi quand ils sont deux plutôt qu'une dizaine. Qu'est-ce que tu peux nous délivrer et sur quel point tu peux mettre en lumière les propositions, Titouan? Ouais, complètement. Merci Guillaume. Alors, on est arrivé au second tour des présidentielles là. Donc, Marine Le Pen et Emmanuel Macron qualifiés pour ce second tour. Et ça fait maintenant quelques élections qu'on voit apparaître le numérique et les nouvelles technologies comme partie intégrante des programmes. Avant, c'était pas forcément le cas. Et maintenant, c'est vraiment super important. Et de plus en plus de gens sont directement impactés par ces décisions. C'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup de prendre un petit peu de temps pour regarder ça. Donc... Tu as bien raison. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, je pense, et vous qui écoutez Tech Café, vous en êtes conscient, c'est que les implications de la tech, elles sont réelles dans le quotidien aujourd'hui, pour tout le monde, à l'international. Je pense que ça se remarque particulièrement quand on écoute Tech Café, mais bon, t'as raison. Allons-y, qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière, du coup? Ouais, complètement. Alors, du coup, là, c'est comme tu le disais, c'est beaucoup plus facile puisqu'on regarde que 2 programmes au lieu de 12, si je me trompe pas. Oui. Donc du côté du président sortant chez Emmanuel Macron, il y a plusieurs points assez spécifiques qui se dessinent. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait vraiment un point sur l'accompagnement des Français à l'utilisation des outils numériques. Donc un budget supplémentaire amené à ça. Donc il cite dans son programme la formation et le financement d'accompagnateurs au nombre de 20 000 pour aider les Français dans la maîtrise d'outils numériques. Des cyberpatrouilleurs et d'autres termes qui nomment des fiches de poste pour des personnes qui seront en charge d'accompagner les Français dans les outils numériques. Les notions de souveraineté numérique et de maîtrise de nos données sont évidemment présentes dans le programme du président sortant. J'ai retrouvé ça en revanche beaucoup plus du côté de Marine Le Pen. Donc les principaux points du programme chez elle sont la présence d'un fonds souverain français. Donc une épargne, si j'ai bien compris, une épargne qui serait un petit peu plus orientée vers les secteurs stratégiques et l'innovation. Donc ce qui pourrait faire participer les Français au développement du secteur numérique. Donc ça a l'air assez intéressant. À voir comment ce sera mis en application évidemment. Ouais, évidemment, ça reste des propositions, tu sais, c'est toujours l'éternel sujet, c'est que moi ça me paraît toujours un peu compliqué d'arriver à y voir clair et précis sur des propositions de ce type-là. En fait, c'est marrant parce que ça soulève parfois plus de questions que ça n'apporte de réponses. Je sais pas si toi, il y a un truc qui t'emballe et que tu trouves très concret, mais Pas forcément. Dans les choses les plus concrètes dont on parle, il y a peut-être aussi ce qu'il y a de moins concret, comme le métavers. C'est abordé dans le programme d'Emmanuel Macron, donc c'est concret dans le sens où c'est dans l'actualité partout en ce moment, mais ça ne l'est pas parce que c'est le métavers évidemment. Donc là, donc il plaide pour un métavers européen. Du côté de Marine Le Pen, on qualifie ça de fantasme. Bon, donc là au moins ça a le mérite d'être tranché entre les deux. Ouais, on avait abordé ce sujet d'ailleurs dans un précédent épisode. C'était Cédric O, ministre du numérique, qui était revenu sur le sujet et qui expliquait qu'en fait derrière Métavers, il fallait voir en gros moteur graphique, quoi, ce qui était un petit peu loin de la proposition très ambitieuse du Métavers, et même quelque part, même dans le domaine des moteurs graphiques, je trouve ça parfois aussi un peu surambitieux. Mais bon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ou est-ce que tu as fait le tour des éléments que tu voulais souligner sur ce sujet? Je sais pas si on fera un jour le tour parce que les programmes sont très très complets, très longs et qu'on en entendra sûrement parler dans les prochaines semaines, mais on voit surtout beaucoup de notions, donc comme je disais, autour de la souveraineté numérique, mais on entend aussi parler de la continuité des programmes autour de la couverture numérique, donc ça comprend la 4G, la 5G, le déploiement de la fibre, etc., etc. Donc à voir comment est-ce que cela évoluera dans les prochaines années pour limiter les déserts numériques en France. Ouais, ça peut être un bon point effectivement. Guillaume, quand tu suis ces quelques éléments, est-ce que finalement toi t'en avais pris connaissance? Moi, je vais être hyper transparent, je n'avais pas regardé les propositions en matière de numérique pour les candidats. Bon oui, mis à part ce sujet autour du métavers dont on avait déjà parlé, mais je sais pas si tu les as plus regardés que moi, Guillaume.
Disons que le problème, si tu veux, de ce second tour, c'est que j'ai pas vraiment regardé les programmes numériques des deux candidats, parce que, si tu veux, la réalité est déjà assez cruelle et assez difficile, et les mauvaises nouvelles sont déjà assez nombreuses pour que je m'imagine pas, pour que je me projette pas dans un futur où une certaine candidate pourrait être élue, n'est-ce pas? Mais cela me regarde, bien entendu. Cela dit, ouais, effectivement, il y a évidemment des tonalités différentes sur les programmes numériques des candidats comme sur les programmes en général. Assez simplement, si tu veux, chez Marine Le Pen, effectivement, on parle beaucoup de souveraineté et on parle aussi pas mal de sécurité, avec effectivement aussi la fracture numérique, voilà aussi, et l'accompagnement. Donc évidemment, ça se rejoint un petit peu, si tu veux. C'est sûr que, chez Marine Le Pen, la souveraineté à tout prix, tout ça, c'est quelque chose qui résonne pas mal avec le programme général, évidemment. Non que ça soit forcément une mauvaise chose dans le cadre numérique, d'avoir des services hébergés en France et en Europe, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Après, faire régner la loi sur les réseaux sociaux, voilà, c'est toujours, tu vois, on trouve des phrases comme, voilà, les réseaux sociaux qui ont imposé leurs propres règles aux États. Voilà, redonner toujours à l'État la souveraineté. Bon, c'est toujours un petit peu cette idée-là. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon dans le domaine numérique pur? Effectivement, on peut pas vraiment considérer que la souveraineté soit forcément une mauvaise chose. Après, si on regarde du côté de Macron, on reste dans la continuité, puisque de toute façon, évidemment, c'est le président sortant, donc on peut déjà voir ce qu'il a fait. Effectivement, il y a quand même pas mal de trucs qui ont été faits, finalement. Je veux dire que le déploiement il y a eu le déploiement de la 5G, le déploiement de la fibre, qui a été quand même assez ambitieux, qui s'est fait de manière ça s'est plutôt bien fait, quoi. Je veux dire, il reste, alors j'ai plus les chiffres en tête parce que les programmes sont beaucoup trop longs et que le temps que je scrolle, je vais pas arriver à trouver les chiffres que je cherche. Mais la fibre est déjà déployée de manière assez massive sur tout le pays, et d'ici 2 ans, ce sera à 80%, quoi. D'ici la fin de l'année, ce sera à 80%. Donc c'est déjà pas mal. Ça partait à 22% en 2017. Et aujourd'hui, c'est 67%, et ce sera 80% si tout va bien à la fin de l'année, tu vois, par exemple. Donc, dans la lutte contre la fracture numérique, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Et puis, Macron insiste beaucoup, toujours, sur l'investissement dans les startups, dans les nouvelles technologies. Il voulait des géants de la tech d'ici 2030. Il voulait aussi des licornes. Et force est de constater qu'il y a quand même pas mal de boîtes françaises qui aussi s'en tirent pas si mal, quoi. Il y a, disons que l'avantage de Macron, c'est que au moins il est déjà là, il a déjà fait des trucs, il va continuer. À propos de ces métaverses, oui, effectivement, Cédrico avait parlé d'un moteur 3D. En fait, pour être plus précis, ce que j'ai pu en tirer comme information un petit peu plus précise, c'est plus qu'un moteur 3D. En fait, j'ai l'impression que ce qui est réfléchi, c'est un truc qui est analogue à Omniverse, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire un moteur 3D qui est capable de rendre des objets, des scènes en temps réel, en 3 dimensions, tout ça, photoréaliste, le cas échéant, comme la solution NVIDIA, mais qui sont aussi capables d'héberger des simulations plus sérieuses, des simulations physiques, de mécanique des fluides, etc. Donc, un outil un petit peu polyvalent, comme ça, qui serait produit par les instituts de recherche européens, et aussi des acteurs privés, évidemment, et qui serait, comme ça, une sorte d'omniverse souverain, si on peut faire un parallèle comme ça. Ce qui est assez ambitieux, il faut le dire, mais ce qui au moins a le mérite de donner un objectif un peu concret, tu vois, cette histoire de métaverse qui reste quand même très, on peut lui faire un peu dire ce qu'on veut. Là, si c'est un moteur 3D de simulation et de rendu qui peut être utilisé, éventuellement par des gens qui veulent faire des jeux ou des gens qui veulent faire, de la télé, mais aussi par des physiciens et tout ça. C'est plutôt un truc assez... je trouve que c'est quand même un objectif ambitieux, clair et sérieux, quoi. Donc, ça, pour le coup, en y revenant, je me dis, pourquoi pas. Après, évidemment, il faut voir à quel point ça va pouvoir se faire et comment et avec quel niveau, degré d'efficacité. Mais moi, je trouve ça plutôt intéressant comme proposition. Ce serait du coup un moteur qui fonctionnerait un petit peu comme les moteurs de jeux vidéo actuels, mais qui aurait plus de polyvalence, puisque les moteurs de jeux vidéo actuels, si je me trompe pas, ils sont quasiment utilisés que pour les jeux vidéo ou certains films, c'est ça?
Ouais, en fait, les moteurs de jeux vidéo actuellement, ils sont optimisés pour le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont optimisés pour rendre des scènes le plus crédible possible, le plus vite possible, parce que le temps réel est complètement obligatoire. Ces derniers temps, avec Unreal et Unity, on passe quand même le cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on s'ouvre au cinéma et à la télé. Donc Unreal qui est utilisé par exemple pour faire The Mandalorian ou pour tourner des films en réalité virtuelle. Ouais. Unity qui rachète Weta pour faire très exactement la même chose, pour avoir un panel d'outils qui permettrait de faire à peu près la même chose. Et en fait, ces trucs-là, ça reste quand même pour le cinéma, c'est-à-dire que dedans, les simulations physiques qui sont faites sont pas des simulations qui sont très très précises, parce qu'il faut qu'elles soient très rapides. Alors que si on regarde du côté de Nvidia, on a aussi la possibilité de rajouter des fonctionnalités de calcul plus sophistiquées. Est-ce que ce serait suffisant pour faire de la recherche? Je sais pas vraiment, mais en tous les cas, avec Omniverse par exemple, c'est suffisant pour faire des simulations de propagation d'ondes. Et les équipements, il y a des équipementiers de téléphonie qui l'ont utilisé pour faire de la simulation de propagation d'ondes. Et tous ces trucs-là, en fait, ces univers virtuels qui permettent de faire des doubles numériques de situations réelles pour simuler des choses, et pour que ce soit pour des robots, pour des voitures autonomes, tout ça, que ce soit complètement polyvalent et aussi multi-utilisateurs. Voilà, tous ces trucs-là, c'est quand même c'est une forme de métaverse, si on veut l'appeler comme ça. Mais en tout cas, c'est des outils très utiles, quoi qu'il en soit. Donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant comme proposition. Ce qui est marrant, c'est que votre discussion votre échange autour des propositions politiques en matière de tech me fait réaliser, au fond, ce qui me gêne un petit peu dans ces propositions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est que j'ai tendance à penser que l'innovation dans le domaine de la technologie, il est beaucoup porté par le secteur privé, par les entreprises. Et que finalement, les observateurs, la politique reste beaucoup en observation ou évidemment facilite le cadre, notamment législatif, sur certaines choses. Mais tu vois, tu parlais de la 5G, par exemple, ou de la fibre, Guillaume. J'ai le sentiment que, peut-être pas tous, mais à peu près n'importe quel gouvernement fera peu ou prou la même chose dans ce domaine-là. Mais c'est peut-être très naïf de ma part et peut-être que c'est au contraire une conclusion bien trop hâtive. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup de choses qui avanceront à 95% sans le cadre politique à court et moyen terme, probablement pas à long terme. Donc la fibre, la 5G. Et finalement, je me demande si cette proposition autour de ce qu'on appelle du coup le métavers selon Emmanuel Macron, c'est vraiment quelque chose qui peut être porté par une initiative politique. Est-ce que c'est pas plutôt une initiative qui ne peut venir que du secteur privé? Est-ce que le public peut l'initier, tu vois? Si on prend le cas de ce dont je viens de parler, oui, les acteurs privés vont avoir un rôle prépondérant à jouer. C'est sûr qu'ils auront un rôle à jouer important. Après, c'est aussi une volonté politique de donner des fonds pour que des chercheurs se mettent à faire ce genre de trucs. C'est vrai. Parce que si on commence à parler de trucs de simulation plus sérieuses, de trucs qui peuvent servir en ingénierie en particulier, mais peut-être effectivement qu'on peut avoir, tu vois, ça ressemble un peu à Katia. Katia, par exemple, c'est une solution de ce type-là qui est privée, qui est fait par Dassault. On pourrait imaginer que quelque chose d'open source, ou en tout cas au moins de gratuit, soit développé par des partenariats publics-privés. Ça, c'est possible en tout cas. Ouais, je voyais ce que tu voulais dire, Guillaume, mais je pense que t'as raison, mais quelque part aussi, si on prend un autre programme politique, par exemple celui de Yannick Jadot, qui prônait vraiment une sobriété numérique à l'extrême. Je suis pas sûr que des solutions comme le métavers européen ou non auraient pu être évoquées dans son programme. Je l'ai pas lu en profondeur, mais lui qui prônait une sobriété numérique. Oui, c'est tout à fait possible. Je sais pas, j'ai pas trop regardé, pour être tout à fait honnête, tous les programmes en détail, ça, je l'avoue. Bon, puis c'est vrai que quand on parle d'enjeux tels que celui autour des processeurs notamment, j'imagine qu'évidemment ça dépasse quelques enjeux et quelques souhaits d'entreprise, et qu'évidemment il faut un cadre politique favorable, notamment à la hauteur de ce qu'on peut faire en Europe. Bon, on a déjà parlé des milliards et des milliards qui étaient débloqués par l'UE pour favoriser le secteur. C'est quand même ça joue. Bon, l'équilibre est là. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, sauf si Titouan, tu veux un petit mot de la fin sur cette mini-section politique et tech. Mais pourquoi pas. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est une remarque tout à fait simpliste, c'est qu'en fait, quand je me suis renseigné sur le sujet, j'ai fait ce que beaucoup de gens auraient pu faire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai ouvert les sites internet des partis et j'ai été regarder la section numérique.
Et déjà, j'ai vu une énorme différence entre le site du Rassemblement national et le site de campagne d'Emmanuel Macron, dont j'ai oublié le nom. Il me semble que c'est Avec vous. Ouais. Ce dernier est hyper beau niveau design. C'est vraiment très moderne. L'interface est belle. Tout est présenté, enfin des sections cliquables, c'est facile. Et quand on va de l'autre côté Rassemblement national, c'est un petit peu plus. Je voudrais pas qu'ils le prennent. Ouais, je voudrais pas qu'ils le prennent personnellement, mais à l'ancienne, c'est une série de PDF téléchargeables. Ça m'a fait rire parce que je me suis amusé à imaginer les personnes, enfin un petit peu le persona type du profil qui pourrait aller regarder ces sites internet du coup. C'est intéressant, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est marrant de souligner à chaque fois, enfin, pour le coup, il y a plein d'observateurs qui recoupent, mais à quel point les outils qui sont portés et utilisés par la France insoumise sont plutôt pertinents sur la navigation en ligne, sur la manière de le rendre accessible, etc. Donc là aussi, t'as raison. Il y a une méta-analyse à faire sur la manière de partager ces infos. On peut toujours aller plus loin. Ouais, c'est sûr. Bon, on n'aura pas assez d'un épisode si on veut couvrir l'intégralité de ce sujet, puis on a plein d'autres choses dont vous confier. Mais dans la directe continuité, on va vous parler là aussi du rôle du domaine public et de la loi sur la consommation de la tech. En particulier aux États-Unis, Guillaume, on avance sur le droit à réparer nos appareils. Ben oui, c'est vrai qu'on discute de promesses de présidentielles. Effectivement, c'est un peu Noël, la présidentielle. Tout le monde fait des promesses. Il faut toujours rester prudent, bien sûr. Cela dit, il faut pas croire que la politique ne mène jamais à rien, que les projets de loi se succèdent, que les débats se prolongent sans fin avant de se perdre dans les limbes ou d'être achevés d'une balle dans la nuque par un lobby. Ça prend du temps, c'est vrai, et les lobbies, c'est vrai, ça contre-attaque sec, souvent, d'ailleurs de tous les bords. On se souvient des efforts d'Apple pour contrer le droit à réparer, et on verra un peu plus loin que les projets antitrust qui se dessinent montrent une belle concorde, finalement, entre des GAFAM qui d'ordinaire se tirent volontiers dans les pattes. Mais bon, ça avance tout doucement, et pour le droit à réparer, par exemple, l'UE votera en fin d'année sa proposition de loi et vient d'expliciter ses premières exigences. Donc par exemple, il faudra que les produits soient faciles à démonter, qu'il y ait un accès gratuit aux informations de réparation et d'entretien. Les mises à jour logicielles ne devraient pas en outre entraîner de baisse de performance. Il faudrait aussi des informations claires sur le lieu de vente. D'ailleurs, l'indice de réparabilité en France donc c'est inscrit là-dedans, par exemple. Donc tout devrait être fait en fait pour que le consommateur soit plus enclin à faire réparer un téléphone plutôt qu'à le changer. Du reste, ça correspond aussi à une volonté de la population. Il y a une enquête Eurobaromètre qui indique que 79% de la population souhaiterait donc pouvoir réparer son téléphone s'il est cassé. Et aux États-Unis, ça paraît aussi, tellement évident, je vois pas comment on peut répondre non à ça, moi en fait. C'est jamais, mais derrière, en pratique, qui va vraiment le faire? On est tellement habitués. Alors ça, c'est notre question. Pour l'instant, c'est difficile. Mais tu vois, aux États-Unis, il est désormais légal d'ouvrir son appareil pour le réparer. Mais aussi, son appareil, on pourrait immédiatement penser à un appareil techno comme un téléphone, mais là, ça correspond aussi à des tracteurs, des voitures, des appareils médicaux, ce que vous voulez. Alors, légal, mais quid de la garantie? Alors, de toute façon, s'il est cassé, oui, ça dépend. Mais s'il est sous garantie, tu te poses pas la question, tu le renvoies, tu vois. S'il est pas sous garantie, c'est là que tu le fais le réparer, en fait. Donc, ça a été un gros push, ça, de l'administration Biden, en fin d'année dernière, de faire cette espèce d'exception au droit d'auteur. En fait, c'est une forme d'exception au DMCA, je crois. Et du coup, les constructeurs s'adaptent et prennent les devants, même. Donc, il y a Google et Samsung qui vont désormais fournir des pièces de rechange pour leurs smartphones, et même les vendre sur le site iFixit, et Valve aussi, d'ailleurs, pour le Steam Deck, je sais pas si j'en avais parlé, le Steam Deck va avoir des pièces sur iFixit. Alors Motorola le faisait déjà depuis 4 ans, c'est pas forcément une grosse nouveauté, mais c'est deux gros poids lourds, et quand Apple viendra, que tous les grands noms finalement auront sauté le pas, tout le monde va suivre, et puis on atteindra cette espèce d'utopie d'un monde où les smartphones sont facilement réparables, un petit peu partout, un petit peu où tu veux, et même dans ton salon si jamais tu te sens. Et tout ça, est-ce que ça aurait été possible sans la pression législative ? Sans une volonté politique. Les constructeurs, est-ce qu'ils auraient fait ça sans y avoir été obligés par la société civile, à ton avis ? Moi, je mise pour non, mais je sais pas ce que t'en penses, Tito. Mais l'histoire nous a montré que clairement, c'était pas leur avantage et qu'ils faisaient tout pour l'empêcher, même. Ouais, moi, je suis assez de cet avis-là. Après, une petite pensée à la société Fairphone qui nous montre le chemin depuis des années, et là, tous leurs vœux sont exaucés. Il y a une autre proposition d'ailleurs, je te l'ai partagé Guillaume par Telegram, ça a circulé sur le serveur Discord de Tech Café, et on aura peut-être l'occasion d'en retoucher un mot, mais la modularité, c'est plutôt un truc qui ressemble au projet ARA effectivement, mais pour les Raspberry Pi, pour un truc qui
de l'esprit des Raspberry Pi, on va dire. C'est un truc qui est plus pas pour les bidouilleurs quand même, j'ai l'impression. Mais ça a l'air vachement intéressant, faudrait que je m'y penche dessus sérieusement. On s'empare du sujet. Alors oui, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse que je peux faire sur les commentaires sur techcafé.fr, sur le serveur Discord, sur les réseaux sociaux. Vos remarques sont toujours lues et consultées et on en parle aussi entre nous, donc n'hésitez pas à continuer. On va continuer donc aux États-Unis, Guillaume, en nous appuyant sur une proposition là aussi législative d'encadrement. J'adore l'article d'Ars Technica que tu nous as mis dans les notes de l'épisode, qui introduit le sujet de la manière suivante. Si vous voulez savoir à quel point une industrie est inquiète de telle ou telle proposition législative, un bon indicateur de mesure, c'est de vérifier à quel point les alertes des industries sont alarmistes et apocalyptiques. Effectivement, il y a le rôle des lobbies qui rentrent là-dedans. L'intro est très bien faite, je trouve, ça embarque tout de suite. C'est génial. Je viens d'y faire allusion, et justement, la pression législative sur la tech, elle est loin de retomber aux États-Unis. Le sujet à la mode, c'est la lutte contre les monopoles et les abus de position dominante. Et donc, les projets de loi qui se profilent ont déjà une vertu assez étonnante, je trouve, la concorde. Parce que après le Open App Market Act, donc c'est le projet destiné à réguler les marchés d'applications et les App Store, donc on en avait déjà parlé. Voici venir la seconde moitié du gros marteau antitrust, c'est le American Innovation and Choice Act. Et donc ce titre trop long acte est soutenu à la fois par les démocrates et les républicains. Voilà, il est soutenu par Amy Klobuchar et Chuck Grassley, qui sont respectivement chefs de file de ces deux partis au Sénat. Une entente qui fait plaisir à voir quand même, une concorde qui en appelle une autre d'ailleurs, celle des gamma donc, qui sont les big tech qui sont épouvantés par le projet et qui eux fondent le lobby Chamber of Progress. Le groupe regroupe Apple et Meta, Amazon et Google réunis tous ensemble, voilà, pour effectivement dépeindre un avenir apocalyptique si jamais la loi passait. Une loi qui essentiellement veut interdire aux grands groupes de se donner un avantage par rapport aux concurrents qui sont obligés de faire appel à leurs services. Donc c'est toujours cette histoire de gatekeeper. Donc si t'es un gatekeeper, entre guillemets, tu peux plus en tirer avantage. Donc un exemple typique, c'est Amazon. Amazon, c'est un géant que peu de vendeurs en ligne peuvent se permettre d'ignorer, tu vois. La plupart sont obligés de passer par Amazon pour être visibles. Mais Amazon, c'est à la fois une boutique en ligne, mais c'est aussi un détaillant lui-même, un vendeur, et une plateforme logistique, avec des entrepôts, des livreurs, tout ça. Comme Amazon maîtrise un peu tous les aspects, il est en god mode par rapport à tous ses concurrents. Il y a déjà plusieurs accusations d'abus d'ailleurs. Mais plus simplement, au quotidien, on peut parler d'Amazon Prime. Pour qu'un vendeur bénéficie d'Amazon Prime, qui est un service par ailleurs très prisé des clients, il doit passer par les plateformes logistiques d'Amazon, c'est une obligation. Il doit d'ailleurs payer pour ça. Et Amazon, en tant que gatekeeper, c'est-à-dire en tant que passage obligé, dicte sa loi au mépris de la concurrence. Et ici, la concurrence, c'est les autres services de logistique ou de livraison, tout simplement. Un autre exemple simple et quotidien, c'est Google. Donc un peu dans son ensemble d'ailleurs, tout Google. Parce que Google, c'est un moteur de recherche, mais c'est aussi un service de cartographie, de recommandation de restaurants, c'est un comparateur de prix shopping, c'est un réservateur de billets en ligne, c'est une multitude de trucs. Et donc, quand tu fais une recherche sur Google, les services de Google sont toujours en haut. Que je cherche des restos autour de moi, j'ai les étoiles sur Google Maps en premier. Pour un vol vers Genève, si je veux accéder à mes coffres, pareil, ce sera d'abord les services de Google, alors qu'évidemment, il y a d'autres boîtes qui font ça. Il y a Kayak, il y a Yelp, il y a TripAdvisor, que sais-je. Mais tout le monde utilise Google, et Google fait tout pour que pour que vous restiez sous Google dans son écosystème. Alors c'est facile pour lui de mettre en avant ses propres services, c'est exactement ce que la loi veut modifier. Toute plateforme passage obligé pourrait être poursuivie et condamnée par la FTC si elle abuse de son statut privilégié. Et donc évidemment, bras-le-bas de combat chez les big tech, bien sûr, Apple ne pourrait plus recommander ses applications et services optimisés, Amazon ne pourrait plus proposer Prime, les résultats Google deviendraient tout pourris, bref, ce serait une catastrophe pour le consommateur. Alors, oui ou non, alors déjà, c'est pas complètement clair exactement ce que la loi permettra ou non de faire, parce que c'est pas précis, c'est pas gravé dans le marbre, mais ce qui est sûr, c'est que la loi veut pas interdire à Google de référencer les vidéos YouTube, c'est pas vrai. Ni même d'ailleurs de les mettre en premier, si elles sont les plus pertinentes pour la recherche qui vient d'être faite. En fait, elle veut juste interdire à Google de mettre systématiquement les vidéos YouTube en premier, ou systématiquement les résultats de Google Maps en premier. Google, son cœur de métier, c'est de présenter en premier les résultats les plus pertinents d'une recherche. Si ce sont ceux des services Google, pas de problème. Si c'est pas le cas, ils devront mettre les concurrents en premier. Et c'est pareil pour Amazon. Amazon pourra toujours proposer Prime, c'est juste qu'il devra laisser les vendeurs pouvoir choisir UPS ou DHL s'ils veulent. Est-ce que ça va léser les consommateurs ? C'est franchement pas sûr. Après tout, il y aura naturellement une compétition pour les meilleurs services de livraison. Est-ce que ça va léser les plateformes ? Certainement. Alors ok, c'est un projet,
c'est loin d'être fait, ça va être long, mais toutes ces discussions façonnent les manières de voir, façonnent les manières de penser. C'est des mouvements de fond, en fait, qui finiront par influencer les lois, et donc les entreprises, et donc nous, tôt ou tard. Ce qui est intéressant, c'est les arguments, notamment beaucoup portés par Google, qui disent, qui comparent en gros les services et l'efficacité des services, je sais pas, d'évaluation, par exemple, de savoir si Yelp, les résultats sont meilleurs que ceux de Google Maps, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de voir à quel point, on n'a même plus la possibilité de se poser la question, en fait, parce que le trafic est tellement dirigé par Google et tellement contrôlé par Google que de toute façon, la comparaison, elle a même plus lieu d'être et on n'a même plus la possibilité de voir émerger des solutions qui seraient alternativement plus qualitatives. Et puis au pire, on sait à quel point ils sont aussi très très bons pour acquérir ces solutions dès qu'elles prennent un petit peu trop de place. Donc enfin ça c'est notre parti pris, mais peut-être Titouan que tu vas contrebalancer ce regard assez qui est assez parti pris de notre part. Peut-être que tu as un avis subtilement différent. Non, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup je me pose pas mal de questions sur la mise en application. Par exemple, comment est-ce que cette loi définit la pertinence d'un résultat, qu'est-ce qui est plus pertinent ou autre? Étant donné que Google est quand même le champion des moteurs de recherche, je me dis que c'est eux qui ont la meilleure définition de la pertinence. Alors, en fait, la manière dont ça va se traduire concrètement, c'est que, en fait, c'est les gens qui vont devoir attaquer. C'est-à-dire, par exemple, si je suis Yelp, je vais devoir monter un dossier, attaquer en justice auprès de la FTC et Google et prouver que mes résultats, bien que pertinents, ne sont pas mis en avant. Voilà. Si j'arrive à le faire, Google sera condamné. Ça sonne très David contre Goliath quand même, Yelp contre Google. Écoute, ouais, ça, bon, après, il y a des choses que tu peux pas forcément mettre dans la loi. Après, voilà, c'est... Évidemment. Déjà, offrir un cadre où tu donnes des règles du jeu, déjà c'est pas mal. Parce que quand il n'y a pas de règles du jeu, c'est compliqué. En fait, il peut rien se passer et on discute finalement beaucoup dans le vent. Le fait d'avoir des règles du jeu qui soient plus précises, parce qu'en fait, le problème des procès antitrust qui sont menés jusque-là dans le domaine de la tech, et d'ailleurs dans d'autres domaines, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression quand même que les règles du jeu sont pas hyper adaptées aux domaines qui sont les nôtres, enfin ceux de la tech en tout cas. Et donc, il faut des choses qui soient plus précises. Et on est en train finalement de définir des règles du jeu qui soient plus précises, à voir effectivement s'il y a des acteurs qui s'en empareront, ça on verra. Alors un autre sujet qui fait place à débat sur l'utilisation de la tech et le rôle des plateformes, c'est le Canada qui s'inspire du modèle australien pour apporter ou plutôt financer l'info, Guillaume. C'est une autre loi qui semble donner des idées à d'autres pays, c'est la loi australienne effectivement sur la rémunération des médias sur les plateformes tech. Donc là-bas, donc en Australie, depuis l'an dernier, près de 180 médias qui sont membres d'une association qui s'appelle la Country Press Australia ont une entente avec Facebook et Google pour l'utilisation de leur contenu. Alors c'est un peu comme ce qu'en France on nomme le droit voisin et dont on a beaucoup parlé il y a à peu près 2 ans, je pense. C'est vrai. Tout dernièrement, d'ailleurs, Google et la PIG, donc c'est l'Alliance de presse d'information générale, sont arrivés à un accord. Du coup, c'est sans doute en Australie que ce genre d'entente s'est réalisé en premier, parce que bon, là, ça a pris beaucoup de retard ici, je sais pas, mais bon, bref, c'est pas un concours. Et là, en tout cas, c'est dans un autre pays dirigé par, tu remarqueras, sa bienveillante gracieuse majesté, que Facebook et Google vont devoir peu ou prou faire pareil. Alors, comme partout ailleurs, depuis 15 ans au Canada, c'est dur pour la presse. Selon le gouvernement, 450 journaux auraient fermé depuis 2008. Faire de l'argent sur les articles, c'est difficile, c'est encore plus, ça l'est encore plus, si les revenus publicitaires sont concentrés à 80% par 2 acteurs qui relaient les news via leur propre plateforme. Alors pour remédier à la crise, le Canada va obliger les plateformes à rémunérer les journaux en ligne. Donc le Canada évoque donc explicitement le modèle australien, donc je suppose qu'on va aboutir à rigoureusement la même chose, c'est-à-dire des ententes au cas par cas. En Australie, ça représente quand même 200 millions de dollars américains, je précise, même si tout le monde n'est pas forcément idéalement servi, que c'est pas forcément idéal, c'est quand même un ballon d'oxygène qui, je pense, sera assez bienvenu. Est-ce qu'il est bienvenu, Titouan, toi qui es justement dans une équipe qui anime du contenu en ligne? Alors bon, vous surfez largement sur les plateformes et quelque part vous êtes beaucoup dans votre visibilité. Vous utilisez vachement Instagram, mais ouais. Je sais pas quel regard tu portes toi justement sur ceux qui portent l'information et le rôle vis-à-vis de plateformes comme Google par exemple. Complètement. On utilise comme tu disais Instagram beaucoup et on dépend beaucoup de ce qu'Instagram nous offre comme visibilité. Ouais. Mais nous on fait une revue de presse, donc on utilise des agrégateurs de news pour trouver plein de sources différentes et on essaye quand même de trouver des outils qui vont respecter le plus possible le travail journalistique parce qu'on sait avec le médiocre travail qu'on fait à quel point c'est difficile d'avoir des infos, à quel point c'est difficile d'écrire et surtout d'être rémunéré pour ça. Donc nous par exemple un des agrégateurs qu'on utilise ça va être Feedly qui lorsqu'on est intéressé par un article nous balance directement sur le site de la source.
Donc c'est pas mal, mais je doute que tout le monde fasse ça, surtout pour des gens qui ne font pas une revue de presse destinée à du public. Donc je pense que Google News, dans son modèle actuel français, a encore de l'avenir. Mais c'est hyper intéressant que tu cites les flux RSS parce que je continue moi aussi. Pour info, Feedly, c'est un agrégateur de flux RSS. Donc en gros, sachez que chaque site peut, et il y en a beaucoup qui le font, surtout des sites d'infos, mettre à disposition des listes de leurs articles qui sortent. C'est un peu automatisé techniquement et donc c'est sous la forme de ce qu'on appelle un flux RSS. C'est d'ailleurs la même techno que ce qui diffuse un podcast. Il y a un flux RSS derrière chaque podcast. Pour retrouver le flux RSS de TechCafé, c'est techcafé.fr/feed/podcast par exemple. Et derrière ce flux RSS, donc il y a l'intégralité des publications. Parfois, il y a des sites qui limitent l'historique, mais certains mettent la totalité de l'historique. Et en tout cas, quand tu utilises des agrégateurs comme Feedly, il y en a d'autres, moi j'utilise InnoReader, effectivement, tu ne fais pas de lien avec les plateformes, donc il n'y a pas de curation qui est faite, c'est toi qui fais ta curation. Ouais. Après, tu peux mettre en place certains filtres, certaines règles pour faire ressortir certains articles, en masquer d'autres, mais en tout cas, c'est toi qui crée ton algorithme. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu utilises ça au quotidien, c'est vachement bien parce qu'il y a une forme d'exhaustivité, c'est toi qui contrôles ton contenu. Mais tu te rends très très vite compte que si t'as pas une assiduité et un temps de dingue à y consacrer, tu peux être noyé. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que quand tu utilises des flux RSS et qu'à côté de ça, tu utilises des outils qui font de la curation, je pense notamment à Flipboard, qui fait des magazines avec de la curation, notamment dans le domaine de la tech, mais pas que, qui sont finalement assez bien foutus, tu te dis... Ce travail, il a vraiment de la valeur, quoi. Ce travail de curation de contenu. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux visions des choses. Guillaume, comment tu fais ta veille, toi? Ah non, moi j'ai mes sources qui sont mes sources habituelles et puis mais techniquement, je veux dire, tu vas sur les sites? Oui, ouais, je vais sur les sites. Ouais, tu vas sur les sites. Je vais sur les sites et j'essaie de récupérer, j'essaie de remonter un peu les sources. Alors pas forcément toujours, parce que c'est vrai que quand j'ai des trucs qui sont relativement fiables, je les garde, mais j'essaie de remonter un peu la source, ce qui fait qu'effectivement on a souvent beaucoup de sources en anglais, et je sais que parfois on s'en plaint. Sachez que c'est ma faute, c'est parce qu'effectivement oui, j'ai tendance à mettre... J'ai tendance à mettre les sources les plus remontées possibles. Et oui, c'est très souvent des sources anglo-saxonnes. Bah parce que c'est beaucoup dans le domaine anglo-saxon que sont initiées pas mal de choses qu'on aborde dans TechCafé. Après, quand il y a des choses qui touchent à ce qui se passe en France, en Europe, on a d'autres sites qui font ça et souvent vous avez des sources en français, mais bon. Donc tout ça est dans les notes de l'épisode en tout cas. Alors on continue à parler de plateformes qui ont d'une part des enjeux sur la curation de contenu, l'exploitation de ceux qui fournissent l'information, mais notamment YouTube qui se retrouve confronté à un très très gros problème que tu voulais nous mettre en lumière, Titouan. Ouais, complètement. On a vu apparaître ça il y a déjà quelques mois avec des vidéos de youtubeurs tech ou d'autres sujets d'ailleurs. Je pense notamment à Marques Brownlee qui avait fait une vidéo qui était très intéressante à ce sujet-là. Le spam sur YouTube, à quel point le spam a une place extrêmement importante dans les commentaires et même parfois dans les messages de la messagerie intégrée YouTube. Et à quel point cela polluait l'expérience utilisateur sur YouTube. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et en fait, en me renseignant un peu sur le sujet, bon, évidemment, c'était pas une surprise, c'est un problème qui touche toutes les plateformes, mais YouTube a l'air particulièrement mauvais sur ce sujet de modération. Petite pensée au youtubeur Michou, qui a tout de même 7 millions d'abonnés, et qui vit de sa création de contenu, qui s'est fait tout bonnement supprimer sa chaîne par YouTube, qui est au chômage technique depuis ce matin, il me semble, suite à un hack. Donc là, en termes de modération, on n'est pas au top, malgré les dernières mesures proposées par YouTube pour pouvoir faire de la modération dans les spams commentaires. Ouais, a priori, pour Michou, on est rassuré. Je crois qu'il y a YouTube qui a communiqué sur le fait que il allait y avoir une solution qui allait se débloquer très très vite. Après, moi, ça m'effraie toujours de savoir qu'il y a des créateurs de contenu qui se reposent autant sur des plateformes. Alors dans le cas de YouTube, c'est peut-être c'est justement très compliqué. On peut faire des liens avec les sujets qu'on a abordés juste avant pour trouver des concurrents, des alternatives viables. Mais quand même, quand on a des créateurs de contenu qui se reposent beaucoup sur une plateforme, oui, forcément, on en dépend beaucoup et dès qu'il y a un souci, on est un peu le bec dans l'eau. Encore une fois, dans le cas de YouTube et d'une entreprise comme Google, c'est peut-être compliqué d'avoir des alternatives viables, mais bon. Non, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, si on prend, je reprends l'exemple de Marques Brownlee, il se repose énormément sur YouTube, c'est sur ça qu'il a commencé, mais pour une raison simple, selon moi, c'est qu'en fait, YouTube a un business model, enfin un modèle économique qui est quand même assez éprouvé. On a un revenu
j'allais dire stable. Non, c'est pas vrai, mais on a un revenu quasiment garanti en postant une vidéo sur YouTube quand on est un gros YouTuber tech. Tandis que si on va commencer un podcast ou lancer un site internet et qu'on va tester de nouveaux modèles économiques, c'est pas garanti. Ouais, et puis l'infrastructure qui est mise à dispo par YouTube, de distribuer comme ça de la vidéo sans te poser la question de la bande passante, de la délivrabilité de tes contenus est aussi dingue. Bon, c'est un service qu'il faut souligner quand même. Et je vois quand même pas mal de créateurs de contenu sur YouTube maintenant qui mettent en avant des vidéos qui sont, ils le savent, ouvertement démonétisées, et par contre ils se reposent vachement sur les partenariats, sur la publicité, donc ça montre aussi peut-être les limites du modèle par certains aspects. En tout cas, le spam de commentaires, alors que j'avais pas vu passer moi, et qui doit être effectivement un enfer quand tu crées une vidéo et que t'as plein de spam qui apparaissent dans tes commentaires pour aller inciter les gens à aller sur Telegram pour acheter des NFT ou que sais-je, ça fait vraiment horrible, mais c'est pas le seul problème vraiment structurant qu'on peut avoir dans les plateformes qui proposent des interactions, Guillaume. Bah oui, enfin disons, ça c'est pas vraiment du spam, mais c'est vrai que le doxing, on sait que c'est quand même un gros problème. Donc le doxing, c'est de révéler l'adresse personnelle de quelqu'un. Voilà, c'est qui évidemment c'est. Alors c'est interdit de révéler l'adresse physique d'une personne, mais là, si tu veux, sur Facebook, c'était devenu un problème aussi. Il y avait une espèce de zone un petit peu grise pour les adresses physiques qui étaient déjà connues en fait. Hein, c'est-à-dire les maisons d'une superstar, par exemple, dont quand même pas mal de monde peuvent connaître l'emplacement. Et là, c'est, je crois, la première fois que l'Oversight Board, donc cette espèce de grande, tu vois, de grande tribunal, de grand conseil des sages que Facebook a lui-même constitué, donc demande un changement de politique direct, quoi. Hein. C'est sur le doxing, justement, et donc ils ont décidé, suite à ça, donc la conseil de surveillance, donc à adresser des recommandations, et Facebook va suivre ces recommandations sur Facebook et Instagram. Donc même une maison de superstar, même si l'adresse est accessible au grand public, voilà, ça pourra pas être révélé. Bon, ça fait partie des problèmes, si tu veux, qui sont récurrents et qui est très difficile de gérer. Alors c'est vrai que le spam, voilà, il y en a des milliers. Hein, il peut y avoir des milliers de commentaires spam sur une seule vidéo. Hein, c'est vraiment atroce. Bon, voilà, il y a toujours beaucoup de boulot sur toutes les plateformes. Enfin, moi, il y a un article sur Numérama qui est assez incroyable, qui parle par exemple des menaces de mort et des harcèlements qu'ont reçus des scientifiques et des toubibs pendant la crise Covid, et que certains peut-être reçoivent toujours. Ça a battu son plein quand tout le monde, enfin voilà, quand il y en avait qui défendaient l'hydroxychloroquine et que les scientifiques démontaient l'hydroxychloroquine, par exemple. Et voilà, donc il y a vraiment eu des gros soucis. La plupart des gens qui se sont fait harceler se sont trouvés très démunis finalement, hein, à peu près tout le temps vis-à-vis de ça. Hein. Et c'est toujours un peu, c'est toujours un peu triste à voir. Il y a toujours beaucoup de boulot. Le problème, si tu veux, c'est que ce soit Facebook, Google, YouTube, enfin ce que tu veux, chaque fois qu'ils ont un problème, c'est un problème qui prend une ampleur énorme. Parce que même si c'est un problème qui touche 0,1% des gens, hein, comme me dit Brownlee d'ailleurs, c'est un problème qui touche 0% des gens sur YouTube, ça touche des millions de personnes. Et donc, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait contredire ce que je laissais supposer au tout début de l'épisode, parce que s'il y a bien un domaine sur lequel la politique peut avoir un rôle, j'imagine que c'est en partie là-dessus. Exemple, dans le cadre de cet article que tu as mis là aussi dans les notes de l'épisode, Guillaume, il y a ces témoignages des médecins qui disent que leur propre ordre des médecins, par exemple, ne les a pas accompagnés parce que, je pense, ils sont très en retard par rapport à ces problématiques. Là aussi, si jamais les politiques peuvent s'emparer de ce sujet-là et d'inciter les institutions, les regroupements de professionnels à être vigilants, à être équipés par rapport à ces situations-là, c'est évidemment préférable. C'est pas toujours possible évidemment, mais bon. En attendant, on va continuer à parler de plateformes. Alors pas forcément sur leurs interactions entre utilisateurs, mais on a un nouveau feuilleton qui s'installe. Je suis sûr que ce sera pas le dernier épisode. On avait eu avant le rachat de TikTok par Microsoft, enfin par une entreprise américaine. On comprenait plus ce qui se passait au bout d'un moment. Et ben peut-être qu'on va avoir la même chose avec un autre sujet, c'est Elon Musk et Twitter. Guillaume, c'est quoi le dernier épisode en date? La hype encore et toujours. Toujours, oh là là. Ouais, c'est la Elonade de la semaine. On va pas s'en sortir, hein. Souvenez-vous donc, hein, c'était juste la semaine dernière, vous vous souvenez. Elon Musk, ce trésor national américain, avait suffisamment d'actions Twitter pour en devenir le premier actionnaire. Du coup, il devait intégrer le conseil d'administration, assez logiquement, sauf que finalement, non, pas du tout. Il veut plus.
Il a continué à tweeter pendant tout ce temps. Hein, voilà. Il a évoqué des pistes concernant l'avenir de Twitter. Par exemple, adopter le Dogecoin, virer la pub, le renommer en Twitter, parce que tout le monde aime les nichons. Un sondage que je trouve plus d'ailleurs, bizarre. Ouais, virer le W de Twitter. Dans Twitter, parce qu'il ferait donc Twitter. Fascinant. Bref. Il y avait aussi transformé le siège en refuge, le siège social en refuge pour les sans-abri, parce que de toute façon, je cite, personne n'y va jamais. Bon, franchement, c'est juste qu'Elon reste fidèle à lui-même, ma question de tweet. Par contre, on peut pas éviter de se poser la question, pourquoi est-ce qu'il veut plus être au conseil d'administration? On peut imaginer plein de trucs, hein, que les relations entre les autres membres du conseil et lui, ça aurait été difficile, hein, surtout vu sa blague avec sa photo de lui fumant du cannabis. Il semble que le personnel de Twitter ait pas été très chaud non plus pour le voir débarquer. On peut aussi supposer qu'Elon veut continuer à tweeter, tout simplement. Or, être à la fois un tweetos passionné, voire frénétique, et le plus gros actionnaire de la plateforme sur laquelle tu t'exprimes, ça expose à quelques conflits d'intérêts, et puis bon, un délit d'initié, c'est si vite arrivé, tu sais. Donc, si on regarde un peu la paperasse, c'est-à-dire les formulaires à remplir pour la SEC, parce qu'évidemment, il y a des formulaires, hein, comme à l'URSSAF, pareil, dans ce genre de cas, on note que dans la version du 5 avril du formulaire, Elon souhaite intégrer le conseil et il s'engage à ne pas acquérir plus de 14,9% des parts. Dans la version du 11 avril, cette dernière ligne n'existe plus du tout, et Elon se réserve le droit de s'exprimer librement sur les médias sociaux, publics, que ce soit au public d'ailleurs ou au conseil lui-même. Ça sonne beaucoup mieux. Évidemment, puis il en fallait surtout pas plus pour exciter les imaginations, attention, moment spéculation. Juste après l'annonce, Elon a tweeté un emoji qui pouffe de rire, et il a viré ensuite, comme s'il préparait quelque chose. Comme par exemple acquérir plus de parts de Twitter, puisque là il est plus limité. Hein, il était limité à 14,9%, s'il entre au bord, là il entre plus. Donc jusqu'où pourrait-il aller? Tout compte fait, et refait même, il semble qu'Elon ait 9,1% des parts de Twitter, alors que Vanguard Group, lui, en aurait 10,29%. Donc qu'est-ce qu'il veut faire Elon? Est-ce qu'il veut les doubler? Est-ce qu'il veut devenir actionnaire majoritaire? Bon, ça lui coûterait vachement cher, hein. Il pourrait y avoir des intermédiaires, remarque. Hein. On se souvient, alors, je sais pas si vous vous souvenez, en 2018, Elon avait dans l'idée de rendre Tesla privé, parce qu'il en avait marre des gens qui boursicotaient sur Tesla, donc il voulait partir de la bourse. Et pour ça, il s'est rapproché de Goldman Sachs et de Silver Lake. Et il se trouve, souvenez-vous, que Silver Lake est un des principaux actionnaires de Twitter, et que donc il connaît des mecs à Silver Lake, etc. Il en fallait pas plus à Wall Street pour s'enflammer, hein, pour imaginer qu'Elon se prépare à prendre des possessions de Twitter, voilà, alors... soit d'en devenir actionnaire majoritaire seul ou vers Silver Lake, ou de sortir carrément la boîte de la bourse et de la passer en privé. Une hypothèse audacieuse, parce que financièrement, ça serait quand même fort cher pour je sais pas quoi trop, en fait. Hein. Elon est déjà bien occupé avec des boîtes, et plein de boîtes, hein, qui doivent être plutôt chronophages à gérer. Le réseau social, c'est pas vraiment son cœur de métier. C'est pas sûr que ce soit la meilleure manière, et la manière la plus simple surtout de se faire du pognon. Bon, on est dans le flou. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'avais vu le sujet, c'est qu'il est quand même à la tête, ou au moins il participe au fonctionnement de plusieurs grosses sociétés aux États-Unis. Ça doit pas être tout à fait simple de trouver du temps pour rejoindre le board de Twitter. Écoute, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il a pas le temps, peut-être qu'Elon a piscine le vendredi, que donc il peut pas venir au réu. Je sais pas. La suite, mais de toute façon, la suite, c'est probablement la semaine prochaine, hein, parce que c'est ça qui est bien avec Elon, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre longtemps. J'ai bien aimé le tweet du CEO de Twitter, qui montrait publiquement le message qu'il avait donné aux employés de Twitter pour annoncer que Elon Musk ne rejoindra pas le board. Ça faisait un peu je sonne la fin de la récré. Ouais, et c'est marrant que tu dises récré parce que ça donne vraiment l'impression, quand on suit un peu les propos d'Elon Musk sur ce sujet et sur plein d'autres, qu'on a quand même mon fils, hein, qui je rappelle a 10 ans et qui s'exprime sur des sujets qu'il maîtrise pas du tout. Et en fait, je pense que c'est peut-être une explication valable sur ce mouvement. En tout cas, j'avance mon hypothèse. Je pense qu'Elon Musk vis-à-vis de Twitter, c'est cette représentation qu'on a tous autour de nous, dans notre travail, dans notre activité à titre perso, en association, etc. Il y a toujours un mec qui débarque, un mec ou une dame ou que sais-je, hein, qui débarque, qui arrive et qui te dit « Mais pourquoi vous faites pas ça ? Et pourquoi? Mais moi, je serais à votre place, je ferais ça. Ah, mais ce que vous faites, c'est comme ça qu'il faut le faire. » Et qui, une fois que tu lui montres un petit peu... Comment? C'est du vécu, hein. Mais oui, c'est du vécu. C'est tellement du vécu à plusieurs reprises en plus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ces personnes, quand tu commences à leur montrer, alors t'as deux réactions possibles. T'as soit, bon, ok, écoute, tu reviendras plus tard à la charge. Moi, en attendant, j'avance dans mon truc. Soit tu ouvres un petit peu les coulisses et tu montres comment ça se passe. Et la personne, très très souvent dans ces cas-là, te fait un
Ah ouais, ah mais je savais pas que c'était comme ça. Et en fait, ça donne un petit peu cette impression avec Elon Musk, ça donne l'impression, vu de l'extérieur, mais il suffit de mettre un bouton éditer, mais il suffit de ceci, il suffit de faire cela. Et en fait, quand il commence à voir la réalité des choses, parce qu'a priori, il s'est rendu quand même sur place et ils ont eu quand même pas mal d'échanges, Je croyais que après personne y avoir allait. vu... Et en fait, je pense qu'au final, il a dû se rendre compte que c'était peut-être pas si simple. Mais bon, et l'avenir nous le dira très prochainement, je pense. Un dernier, et justement, un dernier élément peut-être autour de ce bouton éditer, Guillaume. Oui, bah alors le bouton éditer, non mais c'est juste pour dire que oui, en fait, effectivement, Twitter va faire un bouton éditer. Donc c'est un bouton éditer qui, en fait, est à l'étude depuis un petit moment, tu vois. C'est évidemment. C'est pas Elon Musk qui l'a inventé. Ouais, voilà, c'est-à-dire que Twitter a finalement va finalement ajouter une fonction d'édition des tweets après coup, donc ça arrivera dans les prochains mois, mais c'est pas grâce à Elon, voilà, tu vois, évidemment il a fait comme si, mais... Donc ce sera réservé à Twitter Blue, l'option payante de Twitter à $3 par mois. Elle pourra être étendue à tout le monde par la suite. Twitter assure que voilà, des garanties seront données quand même contre les manipulations. La fonction devra être limitée et avoir une bonne transparence dans ce qui est modifié et quand pour éviter les abus. Et il y a d'ailleurs une autre fonction en cours d'expérimentation aussi qui permettra tout simplement de se retirer d'une conversation qui part en sucette. C'est très simple, si vous êtes mentionné dans une conversation et que ça vous plaît pas, ou que vous vous en cogniez tout simplement, vous pouvez très simplement la quitter, comme si personne n'avait jamais fait un hâte à vous-même. Donc c'est une fonction qui est somme toute assez basique et dont je m'étonne qu'elle soit nouvelle en fait, qu'elle soit pas déjà en route, mais bon, mieux vaut tard que trop tard. Ce sont le genre de fonctions qui existent sur toutes les autres plateformes depuis des années. On connaît déjà les conséquences, on a du recul sur ce qu'elles font. Absolument, y compris d'ailleurs le bouton modifier, effectivement la mention. Et au passage, moi ça donne du crédit dans ma thèse, cette histoire de bouton modifié, parce que les tweets d'Elon Musk laissent vraiment imaginer que il arriverait à mettre en place un bouton édité dans les tweets. Et je pense qu'il s'est rendu dans les locaux, on lui a dit écoute, regarde, ça c'est en projet depuis des mois. Ok, vous bossez déjà dessus. Et hop, je m'intéresse plus à Twitter. Moi ça donne du crédit à ma thèse. Je m'y intéresse plus, mais je prends le crédit quand même. Ah oui, évidemment. Si jamais il peut laisser imaginer que c'est lui qui l'a fait. Bon, écoute. On va mettre ce sujet de côté. On va passer à une autre rubrique, mais vous allez voir qu'il y a une vraie continuité. On va commencer à parler d'une autre plateforme de réseaux sociaux, mais évidemment avec l'utilisation de monnaie, si ce n'est de crypto-monnaie. Non, vraiment de monnaie. Tu vas nous parler du Zuckbuck, Guillaume. Écoute, le diem c'est fini, mais c'est pas pour ça que Facebook peut pas faire une monnaie à lui quand même après tout. Alors c'est vrai, il a le droit. Par contre, l'appeler le Zuckbuck, c'est pas possible. Bon, c'est un nom interne, ça. Moi, je pense qu'ils sont arrivés à un niveau de dérision sur Mark Zuckerberg qu'ils avaient plus rien à perdre. Je sais pas si c'est le définitif, effectivement, mais là, ça part en vrille. S'il leur prend quoi? Je veux dire, c'est comme si on faisait une crypto-monnaie en France et qu'on l'appelle la thune à Manu. Voilà. Et, ça donne envie, c'est la thune à Manu. Alors, en plus, Macron Coin, je dis ça, mais les Zuckbucks seront pas une crypto, donc déjà, ça c'est comme tu dis, ce sera probablement pas une crypto, ce sera probablement géré par des serveurs méta et puis basta, puisque voilà, comme les autres tokens d'ailleurs qui seraient à l'étude, selon le Financial Times, c'est lui qui sort ça. Donc il y aura des reputation tokens, des social tokens, peut-être d'autres tokens, des jetons sans les blockchains, parce que c'est plus simple, c'est plus efficace, et de toute façon le but c'est certainement pas que vous partiez jamais de chez Meta, donc pourquoi faire? Alors à quoi ça va servir? C'est pas encore clair du tout. Donc la Mayazuc va ils ne savent pas eux-mêmes arriver sur Facebook et Instagram au moment. Mais bon, comme sujet connexe, d'ailleurs, Meta vient d'annoncer qu'il va activer la monétisation de la création de contenu dans Horizon Worlds. Au début, pendant la phase de test, il y a eu une sélection de créateurs qui pourront vendre des items ou des effets et en retirer 75% des bénéfices. Alors, je suis pas complètement sûr, comme c'est in-game, je sais pas si ce tarif c'est avant ou après les 30% de commission du store Oculus. Ah. Parce que du coup, 75% de 70%, c'est pas pareil que 75% du tout. Mais bon, passons. Donc, Horizon Worlds se développe petit à petit, il y a déjà à peu près plus de 10 000 mondes qui ont été créés. Franchement, quand tu regardes ce que ça donne, ça fait quand même pas mal penser à du Roblox en VR. Avec plein de gamins qui gueulent dans le micro aussi, d'ailleurs, comme sur Rec Room, en fait. Donc c'est interdit au moins de 18 ans, mais on dirait pas. Donc tout ça se fait sans NFT, d'ailleurs, parce que, encore une fois, c'est Meta, ça reste chez Meta, donc pour le moment, on s'en fout. Des expériences, donc, Horizon, qui sont pas encore super impressionnantes. Après, va savoir, peut-être que dans 10 ans,
Je sais pas, on pourra s'offrir un penthouse virtuel photoréaliste en NFT avec vue sur la baie. Voilà, pour ça, tu feras un prêt en Zugbuck avec un taux variable selon tes reputation tokens. Voilà, tu pourras faire ça conjointement avec ton épouse chatbot, basé sur GPT-12. Attention, faites toujours un contrat de mariage. Faut toujours faire un contrat de mariage. Toujours. C'est important. Titouan, est-ce que tu es enthousiasmé par cette vision de l'avenir que nous dessine Guillaume, et puis peut-être plus spécifiquement sur le métavers? Ah, je sais pas trop, là, tu vois, si on parle vraiment du Zugbuck, j'ai l'impression d'y voir un mélange du token utilisé sur Fortnite et des Miles Air France. Je sais pas à quoi ça sert. Ils savent pas eux-mêmes, j'en suis sûr. Non, ils ont sans doute des projets. Je pense que ça fait partie de ces boîtes qui sont vraiment à une période charnière et ils ont besoin d'explorer beaucoup de choses. Bon, finalement, on relaie des choses qui sont pas officiellement annoncées, donc prenons tout ça avec des pincettes aussi. Par contre, matière de monnaie, non pas crypto-monnaie, mais de e-monnaie, ça continue notamment en Chine, Guillaume. Bah ouais, parce qu'en attendant les Zugbucks, il y en a, enfin, ce qui est une bonne chose d'arriver assez rapidement, ce sont les CBDC, donc les monnaies de banque centrale. Les monnaies numériques de banque centrale, donc les e-dollars par exemple, donc ils accélèrent un petit peu. Le 9 mars dernier, Biden avait signé un ordre exécutif pour étudier les solutions et les implications de dollars numériques. La Banque du Canada s'allie avec le MIT pour explorer le truc. Le Japon lance sa seconde phase de test pour un yen numérique. Mais bon, c'est quand même la Chine qui est la plus avancée, et de loin, puisque voilà, c'est lancé lors des Jeux Olympiques. Le yuan numérique est déjà mainstream, puisqu'il vient d'intégrer WeChat. Alors WeChat, c'est bien plus qu'un chat, c'est une super app, donc ça fait à peu près tout, c'est Tencent qui l'a fait, et donc au-delà de la messagerie, voilà, sous toutes ses formes, on peut aussi payer par WeChat, et c'est très utilisé en Chine au quotidien parce que le cash y est finalement très peu utilisé. Donc WeChat, c'est comme 1,2 milliard d'utilisateurs mensuels, et du coup, c'est autant de gens qui peuvent utiliser les yuan de manière totalement transparente. Autant dire qu'il y a de bonnes chances que ça rentre dans les habitudes assez vite, et évidemment c'est une aubaine pour le gouvernement chinois, puisque les facilités de paiement offertes par les boîtes privées, donc avait par le passé suscité la méfiance. Voilà, on se souvient de l'affaire Jack Ma, je sais pas si vous devez l'affaire Jack Ma. Jack Ma, c'est le patron d'Alibaba. Donc il avait Alipay, c'était géré par le Ant Group. Et Alipay, c'était extrêmement utilisé aussi, et Jack Ma avait à un moment appelé à une réforme du système financier du pays. Ça n'a pas trop plu. Il a disparu de la circulation plusieurs semaines. Le parti avait alors resserré la vis en unifiant les membres du secteur privé autour du parti, je cite, pour mettre un terme à l'extension désordonnée du capital. Bon, au moins, avec le yuan digital, c'est directement la banque centrale chinoise qui gère en direct. Donc ça, c'est fait, les informations, elle les a, c'est beau. D'autant quand même que toutes les CBDC sont pas forcément gérées directement par l'État, sans aucun contrôle de la vie privée, tout ça. C'est d'ailleurs une des volontés pour le $, par exemple, c'est de passer par des banques privées qui maintiendront une forme de secret bancaire, par exemple. Encore l'étude. J'ai toujours du mal à comprendre quelle est la proposition de valeur de ces monnaies numériques, Guillaume. Je sais pas si il y a une réponse à ça. En fait, oui, évidemment, si tu te dis, je paye avec ma carte bleue déjà quotidiennement, je vois pas la différence. Effectivement, exactement. en pratique, c'est-à-dire en pratique au quotidien, il y aura pas beaucoup de différence. Mm-hmm. Par contre, là, les euros numériques que tu utilises, c'est des euros numériques qui sont gérés par des banques privées. Mm-hmm. Donc, il te faut un compte en banque. Chez une banque privée qui gère ces euros numériques. Alors que là, avec un e-euro, comme un e-dollar ou un e-yuan, t'as pas besoin de compte en banque en fait. Ce sont des euros qui sont directement donnés et gérés par la banque centrale. T'as pas besoin de passer par une banque privée. Et donc ces euros sont aussi garantis par le pays. Lui-même en fait. Par là où je m'y perds en plus, c'est la notion de e-monnaie, de token, de crypto-monnaie. Enfin, je suis pas bien sûr toujours de savoir quelle monnaie est basée sur quel type d'infrastructure, quel type de technologie. Là-dessus, je suis un peu dans le flou, j'avoue. En fait, le fait qu'une monnaie soit une monnaie de banque centrale n'implique pas une infrastructure particulière. Donc on peut parfaitement imaginer que ça puisse être une crypto-monnaie, mais ça pourrait aussi très bien être une monnaie gérée par des serveurs centraux, et puis c'est tout. Par des serveurs qui sont gérés par la banque centrale, et puis voilà. Pas très décentralisé, quoi. Alors, une monnaie de banque centrale, par définition, n'est pas décentralisée. Enfin, je veux dire, dans le sens où elle est gérée par le pays, par la banque centrale. Le fait que ce soit une crypto, ça pourrait être une crypto infrastructurellement, si tu veux. Mais de toute façon, sur le plan technique, quoi. Sur le plan technique, elle est l'extrême limite. Pourquoi pas? Mais clairement, c'est une monnaie qui est centralisée. Ça, c'est certain. Donc, elle est à l'opposé de la philosophie, on va dire, traditionnelle des crypto-monnaies. En tout cas, les crypto-monnaies, c'est un truc que vous suivez, Titouan, dans l'équipe, derrière l'apérotech, et souvent, quand il y a des choses marquantes, vous arrivez bien à nous les signaler. Et là, ce que tu as relevé, c'est de nouveaux pays qui adoptent le Bitcoin comme monnaie officielle.
Ouais, complètement. Alors de nouveaux pays ou territoires, puisque là en fait on parle des îles de Madère et d'un territoire du Honduras, donc une Moi je île... crois que le Madère c'était du vinaigre, hein, c'est tout, mais je... Apparemment c'est un peu non, plus. Mais en tout cas, il y a différentes choses à relever sur ce sujet. C'est que le Bitcoin est accepté comme monnaie officielle au Salvador depuis juillet dernier, il me semble. Quant à Madère et le Honduras, c'est pas tout à fait ça. Ils l'acceptent pas vraiment comme monnaie officielle, mais l'intègrent complètement dans leur économie avec un système spécifique pour la fiscalité, etc. Donc c'est différent, mais ça facilite les choses. On peut se dire que ça peut faciliter les choses puisque ce sont de petits territoires qui sont pas toujours extrêmement riches et que ça peut aider les investissements étrangers. Après, de là avoir un Bitcoin World ou une Bitcoin Island, je sais pas si on en est là. En tout cas, c'est intéressant de le souligner parce que on a peut-être une feuille de route possible sur ce qui pourrait arriver en matière d'adoption du Bitcoin, peut-être au sens large des crypto-monnaies, Guillaume. Oui, alors bon, je vais essayer d'être objectif, mais donc oui. J'adore quand tu dis ça. On sait que ce sera pas le cas, mais que c'est pour la bonne cause. Mais c'est jamais totalement objectif de toute façon. Oui. Comme disait Cassim, de toute façon, bon, voilà, même les journalistes qui se disent on est objectif, ça reste des humains. Bon, donc voilà, et moi je suis très très humain. Mais bref, effectivement, il y a les territoires autonomes de Prospera au Honduras. Puis les îles portugaises de Madère. Donc c'est des territoires qui sont très très petits. Hein. Donc c'est pas du tout des pays. Prospera, c'est une ville en fait, d'une île située au nord du Honduras, qui s'appelle Roatan. Et Bitcoin ne concerne pas toute l'île en fait. Seule la zone de Prospera qui est particulière puisqu'elle a un gouvernement privé. Et c'est une ville qui est principalement née d'investissements privés étrangers. C'est tout petit, c'est 23 hectares. C'est un peu pareil pour Madère, qui est une île autonome du Portugal, qui fait moins de 300 000 habitants. Donc c'est plus symbolique qu'autre chose quand même. Hein. Pourtant, après le Salvador, il était possible que d'autres pays tentent l'aventure. Il y avait le cabinet KPMG qui avait fait une liste de critères. Alors, la liste de critères, c'était quelle proportion de la population n'a pas de compte bancaire ? Le pays reçoit-il beaucoup de transferts de fonds de l'étranger ? Le pays a-t-il une grosse dette en dollars ou en euros, ou pas ? Le pays exporte-t-il beaucoup ou pas ? Est-ce qu'il a l'électricité peu chère, etc. Avec tous ces critères, le Honduras est effectivement dans la liste. Avec le Nicaragua, le Guatemala, la Jamaïque aussi, le Maroc et le Sénégal éventuellement. Donc il y a pas mal de pays d'Asie centrale aussi, le Vietnam, les Philippines, le Sri Lanka. Alors ça dépend aussi de l'adoption générale des cryptos dans le pays. Et à ce propos, le FMI a fait une étude, alors qui vaut ce qu'elle vaut vu que les données sont un peu maigrichonnes quand même, hein. Les données qu'on a sont un peu maigrichonnes, mais bon. Moi je rajouterais que surtout avant que tu détailles ça, que le FMI n'est pas complètement objectif. Je crois que c'est à peu près en août que le FMI est rentré dans le jeu de la communication en demandant au Salvador d'arrêter tout de suite ce qu'il faisait. Donc sous-entendu, arrêter, sinon on ne soutient plus du tout sur rien du tout. Oui, il considère que c'est beaucoup trop dangereux, que le Bitcoin est beaucoup trop volatile et que c'est beaucoup trop dangereux de faire opposer une monnaie là-dessus et que d'ailleurs ça pourrait poser problème au niveau des imports-exports, de la balance commerciale. Mais bon, donc ils ont fait une étude qui est pas forcément une étude à charge comme ça a été présenté forcément tout de suite dans les médias d'ailleurs, parce que finalement c'est une étude qui donne des résultats qui sont assez intuitifs, parce que elle dit, cette étude, en faisant donc des graphiques sur les quelques points qu'ils ont, que l'adoption des cryptos est favorisée par, d'une part, une inflation importante, un nombre de banques par habitant faible, un PIB par habitant faible, beaucoup de transferts d'argent de l'étranger vers le pays, beaucoup de corruption, et évidemment une bonne pénétration du numérique. Alors, vous voyez que c'est pas si étonnant en soi finalement, puisque en gros, si tout va bien, si vous avez confiance dans votre gouvernement et votre pays, vous n'avez pas trop besoin de crypto, alors qu'à l'inverse, si votre gouvernement est corrompu, que vous ne faites pas confiance, que la monnaie du pays est pas stable, vous allez avoir tendance à avoir bas sur les cryptos. Bon, c'est à peu près ça finalement que ça veut dire, hein, tout simplement. En tous les cas, les annonces de Madère et Prospera sont pas très impressionnantes, et on peut même aller plus loin que ça, et dire que le monde du Bitcoin carrément tourne en rond, et que ça commence à se voir. Alors, pourquoi ? Parce que les annonces que ces deux territoires adoptent le Bitcoin ont été faites à Miami, dans le cadre de la conférence Bitcoin 2022. Ils veulent être une capitale du Bitcoin, hein, d'ailleurs, alors, de la Miami, crypto-monnaie. D'ailleurs. Voilà, la Floride en général et Miami en particulier veut être la capitale des cryptos, la capitale du Bitcoin. Bon. Si on se penche un peu sur cette conférence, la Bitcoin 2022, et qu'on a la même perspective, c'est pas forcément très éclatant, parce que à cette conférence, qui est quand même un show aussi, hein, l'américaine, quelle star était présente finalement à Miami ? Nayib Bukele, président du Salvador, le champion mondial du Bitcoin, n'y était pas. Même pas. Alors, comme star, on avait qui ? On avait Serena Williams, c'est la seule que je connais. Hein. Après, il y avait des joueurs de football américains, des influenceurs de secteur. C'est pas déplacé, quoi. Bon. Maintenant,
Qu'on soit d'accord ou pas. Dans le cas de Nayib Bukele, en fait, il me semble qu'il a annulé sa venue à cause d'événements exceptionnels, puisque le pays tout entier est en état d'urgence suite à des gros attentats liés aux gangs dans le pays. Donc bon, on suppose qu'il serait venu sinon. D'accord. Bon, soit pourquoi pas. Mais bon, revenons sur le... Ok, bon, il n'y avait pas Nayib Bukele, il y avait Serena Williams, donc, et donc des joueurs de football américain que je connais pas, des influenceurs du secteur que je connais pas. Ok, maintenant, qu'on soit d'accord ou pas, sans jugement de valeur aucun, comparons avec les personnalités qui promeuvent les NFT. Celles qui promeuvent les NFT, par exemple, il y a Gwyneth Paltrow, il y a Paris Hilton, il y a Snoop Dogg, Eminem, Jimmy Fallon, Clara Delevingne, Grimes, Matt Damon, Reese Witherspoon. Je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure. Et pendant une autre demi-heure, je pourrais parler de la multitude de grandes boîtes de marques qui font des NFT. Et les NFT, ils sont sur quoi ? Ils sont sur Ethereum, ils sont aussi sur Tezos, ils sont aussi sur Solana, mais ils sont pas sur Bitcoin, parce que Bitcoin, il sait pas faire. Donc, là encore, qu'on soit pour ou pas, si tu regardes les projets Web3, donc les DAO, les jeux Pay to Earn, les NFT pour le Metaverse ou pour autres, tous les projets, donc tu sais, DeFi, de finances décentralisées, tout ça, qui poussent un peu tous les quarts d'heure, ils sont basés sur quoi ? Ben, c'est pas sur Bitcoin, hein, ils sont basés sur des chaînes avec des smart contracts évolués, comme Ethereum ou Avalanche ou d'autres. Parce que Bitcoin, il propose quoi ? Mis à part acheter du Bitcoin, acheter toujours plus de Bitcoin, c'est tout ce que les promoteurs peuvent proposer en fait, acheter plus de Bitcoin, parce que le Bitcoin ne sait pas faire grand chose d'autre. Et bien sûr aussi parce que s'il n'y a pas un flot continu de gens pour acheter du Bitcoin, son prix va s'effondrer, ce qui serait fâcheux pour ces personnes. J'ai déjà dit que pour moi, le Bitcoin c'est totalement has-been. Aujourd'hui, il me semble qu'il suffit de regarder la présence médiatique et l'adoption mainstream des technologies blockchain pour voir que c'est Ethereum la star, et que c'est les descendants d'Ethereum la star, et que c'est certainement pas Bitcoin. Mais par contre, il y a des volontés de verdir, Guillaume, le Bitcoin, si tu aurais que ce soit possible. Ouais, alors je sais bien que de grands noms, quoi, encore durs comme faire au Bitcoin, mais je comptais pas sur moi je pense pas que ça me fasse vraiment changer d'avis, parce que quand je vois les projets, bon. Le but est simple, Bitcoin a une sale réputation de gros pollueur qui pompe un max d'électricité. Alors reverdissons son image. C'est un acquis, hein, c'est le genre de choses qu'on souligne même plus quand on parle des crypto-monnaies. Disons, c'est un petit peu comme la réputation qu'ils ont autour du crime et de financer le crime organisé, hein. Ouais. Alors, reverdissons son image, en tout cas, au Bitcoin, en faisant une grosse mine de Bitcoin totalement solaire, n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? Et voilà, en plus, il n'y a pas n'importe qui s'embarque dedans, il y a Blockstream, pour le côté mineur de Bitcoin, Block, ex-Square, avec un Jack Dorsey tout foufou, et même Tesla, qui est de la fête pour le côté batterie et panneaux solaires. Donc il y en aura pour 3,8 MW, la batterie sera de 12 MW quand même. Hein. Tous ensemble, ils vont nous faire une mine de Bitcoin au Texas, c'est vrai que c'est une région qui est ensoleillée, et ça aura une empreinte carbone nulle, 100% écolo. Enfin, d'exploitation, parce qu'il faut quand même tout fabriquer, mettre à jour régulièrement les ASIC de minage qui vont partir à la poubelle régulièrement, mais bon. Oui, je suppose qu'il parle pas non plus du recyclage quand il parle de ce projet. Sur le recyclage, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit même un concept, mais bon. En tout cas, pour clouer le bec au casse-pied comme moi, hein, qui râle tout le temps sur gna gna gna, les gigawatts, gna gna gna, le charbon, gna gna gna. Alors ok, tu fais comme ça en plus dans les épisodes. Je fais exactement comme ça, c'est clair. Donc ok, c'est vrai, je préfère voir une mine tournée à l'énergie solaire qu'au charbon ou à l'huile de friture, mais ce qui m'interpelle, c'est quand je regarde le mix énergétique du Texas. L'électricité au Texas, c'est principalement produit avec du gaz naturel et du charbon. Les deux combinés, c'est 2 fois la production d'électricité renouvelable. Le secteur industriel, d'ailleurs, consomme plus de la moitié de l'énergie de l'État. Cette mine 100% écologique, elle utilise donc 3,8 MW d'énergie renouvelable, qui aurait pu être utilisée pour autre chose et réduire les émissions globales de l'État qui en a bien besoin. Surtout que c'est 3,8 MW pour une monnaie dont personne n'a besoin, comme je l'expliquais beaucoup trop longuement sans doute il y a 5 minutes. À part ça, je suis convaincu. Oui, mais Bitcoin, ils sont quand même embarqués sur le projet. Ah, écoute, ma réaction ne vous surprendra probablement pas. Moi, je suis l'inverse des putaclics, c'est-à-dire, ma réaction va vous surprendre. Non, pas du tout. C'est vrai. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur nos crypto-machins. On va passer à une rubrique bien plus ludique, c'est la rubrique des jeux vidéo. La tradition, Titouan, quand il y a une nouvelle voix qui rejoint un épisode de Tech Café, c'est de lui poser l'éternelle question. C'est quoi ton rapport aux jeux vidéo ? Est-ce que tu joues ? Est-ce que tu en consacres du temps pour ça ? Et si oui, qu'est-ce que tu fais comme activité vidéoludique, Titouan ? Ok, alors pour essayer de décrire ça, déjà, je dirais que c'est une catastrophe. Mon téléphone ressemble à celui d'un cadre sup de 45 ans. J'ai des applis de bureautique, quelques réseaux sociaux, et c'est à peu près tout. En fait, je me lasse super vite des jeux.
Mais je teste. Voilà, je Ok. teste. Donc je joue un petit peu sur PC, mais je fais principalement du test et je suis pas un joueur assidu. Voilà comment je me définirais. Ok, c'est quoi ton meilleur souvenir jeu vidéo de ces dernières années, peut-être sur PC en particulier? Je sais pas De ces si je peux dernières savoir. années, je sais pas si j'ai vraiment un meilleur souvenir, mais je pourrais quand même citer le moment, il y a quand même un moment de ça, où j'ai découvert Dofus, donc je pense c'était il y a Intéressant. bien 10 ans, et là j'avoue, je me suis pas lassé aussi vite que ça. Ah, c'est marrant. Pour la petite anecdote, j'ai mon fils qui m'a reparlé de Dofus l'autre jour et je me suis dit putain, c'est vraiment le truc, c'est increvable ça. J'ai l'impression qu'ils arrivent bien à renouveler le sujet, mais bon. Ok, Guillaume, peut-être que c'est le métavers de demain qui est en train de se dessiner dans cette rubrique jeux vidéo. Ben ouais, écoute, Epic et le groupe Métavers Lego. de demain. Quoi? C'est tellement évident que quand je dis métavers, c'est forcément de demain. Mais pardon, excuse-moi. C'est un pléonasme en fait pour moi. Ouais, bah après, je sais pas. Disons, voilà, enfin là, on parle explicitement de métavers, hein, puisque voilà, ça y est, officiellement, l'Unreal Engine 5 s'est lancé, voilà, il est sorti, il est disponible pour tout le monde, il est plus juste en démo. Et donc, voilà, lui et Epic ont une actu vraiment brûlante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le groupe Kirkby, qui est propriétaire du Lego Group, et de tout ce qui touche à Lego, hein, va investir $1 milliard dans Epic, et Sony va faire pareil. Epic vient donc de récupérer $2 milliards d'investissement supplémentaires, et tout ça pour produire un métavers, effectivement. Spécifiquement même un métavers pour les enfants. Donc il n'y a pas de détail précis qui a été révélé, mais bon, on peut facilement imaginer... Ça sonne malsain. Bah, alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas euh, pourquoi. je suis pas sûr parce que tu vois, qu'est-ce qu'on peut imaginer finalement On peut imaginer que ça pourrait être un méga carton si on marie, par exemple, la liberté et la flexibilité d'un Minecraft à la marque Lego. Ouais. Alors il y a déjà eu Lego Worlds, c'est vrai. Hein, bon, j'ai testé, ça a pas marché des masses. En fait, je pense qu'il faut plus imaginer la possibilité de créer, de personnaliser des serveurs massivement multi, comme sur Minecraft en fait. Hein, comme autant de mondes différents de ce fameux métavers, si tu veux, mais le tout couplé avec les possibilités et la marque de Lego. Et si c'est bien réalisé et que c'est fun, bah, ça peut faire très mal. Alors, notons que quand même, Sony avait déjà investi... ils avaient déjà une petite part d'Epic, ils avaient investi $250 millions il y a 2 ans. Dans le cas de Kirkby, ça participe probablement d'une diversification, je suppose, une volonté de diversification. Il faut savoir que Lego est une boîte privée qui est gérée par la famille Christiansen et sa fortune est gérée donc via Kirkby, qui est donc actionnaire majoritaire dans Lego Group, qui possède aussi des grosses parts dans Lego Education, dans Merlin Entertainment, dans la Lego House et compagnie. Mais le truc, c'est que c'est pas que ça, Kirkby, c'est aussi un fonds d'investissement. Donc, ils ont des parts dans plein de boîtes, donc dans ISS, oui, qui est donc rien à voir avec la station spatiale, c'est les services d'infrastructure, il y a Folk aussi, qui est une boîte de santé, il y a Armacell qui fait de l'isolation, et d'autres, voilà, donc ils investissent aussi dans l'immobilier. Ils ont des produits financiers classiques, hein, faut pas rêver. Ils investissent aussi dans l'énergie, dans les énergies renouvelables, dans le recyclage, etc. Et jusqu'à présent, Lego a produit plein de jeux vidéo avec TT Games, donc un studio qui a eu une mauvaise presse dernièrement, parce que le développement du dernier Lego Star Wars aurait été un enfer, hein, ça aurait été un crunch de 3 ans, c'était une catastrophe. Et donc peut-être que ça a poussé Lego du côté d'Epic, mais plus largement, c'est vrai que Lego, et via Kirkby, s'implique quand même, comme jamais dans cette alliance. 1 milliard d'investissements, c'est quand même vraiment significatif. Et du coup, oui, cette sainte trinité là, Epic, Sony, Lego, qui viennent se constituer, c'est quand même vraiment très puissant, parce que Epic a l'expertise technique, puis l'expérience du jeu en ligne, hein, quand même, et énormément. Lego a une puissance massive avec sa marque, auprès de tout le monde. Des enfants et des adultes, hein. Ouais, je voulais le souligner depuis tout à l'heure. Clairement pas que des enfants. Hein. Donc Sony a un parc de machines évidemment installé énorme, une expertise VR aussi. Et puis c'est la marque encore numéro 1 du jeu vidéo dans beaucoup d'esprits, hein, pour beaucoup de gens, à tort ou à raison. Donc à E3, mais ils ont quand même largement de quoi lutter contre Minecraft, voire contre Meta finalement. Hein. Pour le moment, le but semble de créer une sorte de recréer un peu le phénomène Fortnite, mais pour les plus jeunes avec la marque Lego. Ça pourrait facilement être la base d'autres projets, hein, donc voilà, avec une base technique qui serait donc l'Unreal Engine. Je me souviens d'un jeu vidéo Lego Batman que j'avais testé il y a quelques années déjà. Est-ce que du coup on peut imaginer des jeux vidéo Lego avec les licences comics ou autres de Sony ? Oui, clairement. Avec les licences de Sony, c'est probable. Avec les licences de Lego aussi, donc ça ouvre tout un univers. Hein. Je pense que ça peut être... je pense qu'il y a une force de frappe derrière tout ce truc qui, à mon avis, est massive. D'autres actus autour de l'Unreal Engine 5, Guillaume ? Ben ouais, c'est un moteur qui démarre fort, hein, donc, hein, d'autant qu'on a déjà eu d'autres early adopters, comme donc The Coalition, par exemple, ceux qui font les Gears of War.
qui s'est formé donc sur le moteur. Ils ont sorti une démo technique que je vous encourage à aller voir. Elle est assez courte, mais elle est tombée par terre. Elle s'appelle The Cavern. Et donc il y a aussi Crystal Dynamics qui vient d'adopter le moteur. Donc après CD Projekt, voilà, Crystal Dynamics, c'est ceux qui font les Tomb Raider. Ils vont laisser leur moteur maison tomber dans la poubelle pour adopter Unreal. Donc le prochain Tomb Raider sera donc basé sur Unreal Engine 5. Alors honnêtement, c'est vrai que j'avais pas tiqué plus que ça quand j'avais parlé, voilà, quand j'avais dit que CD Projekt avait annoncé son Switch comme ça, parce que voilà, on a tous en tête les gros soucis de Cyberpunk au lancement. Du coup, ça m'avait pas super étonné. D'ailleurs, cette semaine, Jason Slama, qui est donc Game Director de CD Projekt Red, en a rajouté une couche en disant que la stabilité du moteur d'Epic lui permettrait d'espérer qu'il ne se vautre pas à 1600 endroits entre maintenant et la sortie. Oui. Signe que peut-être que le Red Engine, il a foiré à 1600 endroits ou pas loin au cours du développement de Cyberpunk. Donc, voilà, c'est compréhensible. Pourtant, pour le moment, Unreal Engine 5, c'est pas le moteur le plus adapté à faire des grandes forum open world. Enfin, c'est pas ce qui a été mis à d'évidence le plus dans les démos. Démo d'ailleurs qui montre que le moteur est gourmand quand même, hein, parce que pour faire tourner la démo Matrix à plus de 30 FPS, il faut une machine au top du top, hein, donc voilà, espérons que ça s'arrange rapidement. Mais bon voilà, c'est toujours un peu triste, hein, de voir un moteur abandonné comme ça au bord d'une route, à rouiller dans les herbes folles. C'est d'autant plus dommage pour Crystal Dynamics, parce que moi je trouvais que les derniers jeux de Tomb Raider qui sont faits sur un moteur maison, hein, sont beaux, ils tournent bien, donc bon, c'est un peu dommage. Après évidemment, bah voilà, d'un point de vue économique, hein, ça permet de se recentrer sur le contenu. Les nouvelles recrues du studio n'auront pas à apprendre encore un moteur supplémentaire. Donc il y avait pas mal de moteurs différents sur le PS4. La concentration était déjà en cours quand même, hein. Je me demande à quel point il y en aura moins sur PS5. Voir cette concentration. Bon, j'espère pas trop, parce que si tout le monde a le même moteur, tout le monde aura la même puissance, ce qui est cool. Mais tout le monde aura aussi tendance à avoir un peu le même look et un peu les mêmes défauts. Mais bon, on verra. Ouais, peut-être un désavantage, effectivement, tu parles de CD Projekt Red, tu parles des crunch, peut-être aussi que l'environnement des ressources humaines et sur le plan humain pour les développeurs, c'est aussi peut-être plus sain quand il y a une grosse plateforme. C'est pas idéal pour la créativité et l'émulsion, hein, mais peut-être aussi que c'est un poil plus sain pour les sorties, quoique les exigences des éditeurs de jeux sont peut-être encore plus fortes avec un moteur qui est plus communément répandu. Donc peut-être que ce que je dis c'est pas si vrai que ça en fait, j'en sais rien. Allez, quelques distinctions, Guillaume, pour les jeux vidéo. Ouais, je sais pas si vous avez regardé les BAFTA, les Oscars des jeux vidéo. Je découvre la notion, pour tout dire. Je suis vraiment à l'ouest. C'est un truc qui revient tous les ans. Donc oui, les BAFTA, c'est un peu plus arty, on va dire. Mais bon, il y a quand même des blockbusters qui sont récompensés. En particulier, je pense, le grand gagnant, c'est quand même Returnal, puisqu'il a 3 prix, je crois. Le prix de la musique, de l'audio et du best game, carrément. Ah. Du best game. Il y a Rift Apart aussi, qui a le prix de l'animation, donc il y a No Man's Sky qui a été couronné pour le Evolving Game. Alors, je savais pas qu'il y avait un prix Evolving Game, donc jeu en cours d'évolution, mais c'est clair que s'il y a un prix, enfin je veux dire, si il y a un prix jeu en évolution, c'est clair que No Man's Sky, c'est obligé, parce que ce jeu s'est transformé radicalement entre sa sortie et maintenant, et il continue à sortir des nouvelles features, des nouveaux trucs tous les ans. C'est délirant le boulot qui a été fait sur ce truc, c'est incroyable. Ça, si vous l'avez testé il y a 2 ans, téléchargez-le, c'est pas le même jeu. C'est incroyable. C'est, bon, voilà. Après, il y a des trucs plus rigolos, comme par exemple Unpacking, qui a reçu le prix de la meilleure narration. Je suis mort de rire. Et il y a It Takes Two qui a encore été récompensé comme pour la proposition la plus originale. Rift Apart a aussi été récompensé pour la technique. Et Unpacking est donc le jeu indépendant de l'année. C'est assez marrant. Je sais pas si j'ai pas testé Unpacking, moi, mais bon, finalement, j'ai peut-être m'y mettre. Moi, pas du tout. Alors moi j'ai pas joué. Par contre j'ai vu des copains le streamer. Et en fait je comprends que ce soit vraiment dans la catégorie narrative qui puisse être cité, parce que ils arrivent. Bon, enfin je pense que j'enfonce des portes ouvertes, hein, pour beaucoup, mais ils arrivent à raconter une histoire au travers des différents niveaux qui est a priori assez prenante et qui est assez émouvante. Moi ça fait partie de ces jeux que j'aurais bien aimé faire. Au passage il est dispo sur Switch, mais j'ai quand même d'énormes doutes quant à la viabilité de jouer à ça sur Switch, parce que c'est quand même sélectionner et déplacer des éléments. Ouais, mais enfin, l'écran de la Switch me paraît vraiment pas adapté, mais bon, je me trompe peut-être. Et au passage, quand même, un prix de game design pour Inscription, quand même. Il faut que je le souligne, Guillaume. Moi qui ai joué à Inscription, c'est avec Rift Apart, c'est les seuls jeux que j'ai fait dans la liste. Ah, donc, mais non, mais très bien. Mais j'avais pas joué, donc oui, c'est vrai. Très bon Inscription. Enfin, très bon. Si, faut l'avoir fait. Voilà, faut l'avoir fait. Moi, j'ai découvert via cette liste que Forza était un jeu anglais. Je ne savais pas du tout.
Ah, très bien. La nationalité du studio qui l'a développé est anglaise, d'accord. Ah oui, Okay. Apparemment. Je ne savais pas. British Game. Très bien. Et il y a un prix British, c'est aussi ça qui m'étonne. Enfin bon, bref. Un dernier mot, Guillaume, tu nous avais parlé d'une proposition dessinée par Ubisoft qui nous laissait imaginer qu'il faudrait qu'il puisse s'appuyer sur le cloud pour renouveler en gros la manière dont sont calculés les jeux, ce qui te laissait pour le moins pantois à la lumière d'autres initiatives similaires par le passé qui n'ont pas été particulièrement remarquables. Tu en sais un peu plus sur Ubisoft Scalar? Ouais. Très peu, alors on va aller vite, mais il y a une petite interview d'un dev d'Ubisoft Stockholm sur Scalar. Donc cette tentative, effectivement, la dernière en date, d'utiliser du cloud computing dans les jeux, c'est-à-dire de déporter une partie des calculs nécessités par le moteur dans le cloud. A priori, ça peut être de la physique, de l'IA, quelque chose de non essentiel au cœur de la jouabilité, mais bon. Ça pourrait permettre soit des simulations plus complexes, soit pas forcément plus complexes, mais qui demanderaient moins de calculs en local sur le PC ou sur la console. En tout cas, par le passé, c'est vrai que des tentatives ont été faites, ça n'a pas été très concluant. Ils en sont bien conscients chez Ubisoft d'ailleurs. Ils pensent que Scalar aura plus de succès par sa flexibilité, si je résume. Alors, Scalar, c'est pas un moteur, il est même totalement indépendant du moteur en fait. Il est adaptable à tous les moteurs. Tu peux brancher Scalar à n'importe quoi, ok. A priori, voilà. Donc de même, ça peut être utilisé pour n'importe quoi. C'est-à-dire, apparemment, c'est une API qui a l'air très généraliste, que tu peux faire des calculs vraiment ce que tu veux dessus. T'es pas forcé de faire de la physique, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux l'utiliser les différentes applications possibles. Ouais, tu peux l'utiliser un peu ou beaucoup si t'en as envie. Donc c'est certainement une liberté appréciable. Hein. Après, au plus c'est généraliste, au moins c'est clé en main, et donc au plus ça demande de travail. Donc on verra bien le résultat. Bon, alors ça c'est pas con, puisque voilà, il y a un jeu en développement à Stockholm qui va utiliser Scalar, ce sera le premier. Il n'a pas de date de sortie pour le moment. Ce sera la première utilisation de Scalar qui restera interne à Ubisoft. Il n'y a pas question de licencier à d'autres studios ou éditeurs. Moi je suis très curieux de voir. Je suis toujours assez sceptique parce que bon, ça me paraît compliqué de rendre ça essence. Enfin, ça me paraît compliqué déjà de l'implémenter pour voilà découpler vraiment les calculs non essentiels des calculs essentiels, et ça me paraît compliqué d'en faire quelque chose qui serait vraiment déterminant, si tu veux, pour un jeu, tu vois, enfin quelque chose qui soit pas juste à la marge pour faire joli dans le fond que tu remarques à peine. Ça me paraît un peu difficile, mais bon, voilà, je suis curieux de voir. C'est effectivement les trucs auxquels tu faisais allusion, c'est la même proposition de Microsoft sur Xbox One à l'époque, et le jeu Crackdown 3 qui avait été le seul à utiliser ce truc-là de manière très 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 oubliable. Ça t'a pas marqué effectivement dans l'histoire du développement du jeu vidéo. Écoute, du coup on va en rester là pour notre rubrique jeux vidéo et pour cet épisode de Tech Café. On espère évidemment que toutes les infos vous ont permis d'y voir un petit peu clair dans l'actu tech, et qu'on vous a passé surtout accessoirement un bon moment en notre compagnie. Et puis comme le veut la tradition, il faut maintenant vous rappeler où on peut nous retrouver sur internet. Titouan, merci beaucoup pour ta participation à cet épisode, c'était vraiment très cool, on a passé un bon moment. Et tu peux du coup rappeler à nos auditeurs où on peut te retrouver sur internet. Complètement, venez nous retrouver particulièrement sur Instagram, on est très présent sur l'apérotech, donc ça s'écrit comme ça se prononce. On a aussi un site internet où on n'hésitera pas à relayer toutes nos bonnes playlists pour l'apéro et quelques news fraîches qu'on relaie sur Instagram, voilà. Merci beaucoup Titouan, tu passeras un petit coucou à toute l'équipe qui je crois écoute un peu Tech Café. Allez, je peux le dévoiler, hein, je pense Titouan, j'avais entendu cette légende et j'en ai eu une petite confirmation, c'est que le nom de l'apérotech a été partiellement inspiré par le nom du podcast Tech Café. Donc écoute, je voulais faire le petit clin d'œil parce que ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Moi il faut que je défasse mes cartons maintenant, hein. Attends là, il faut que je m'y mette. Tu vas te mettre à unpacking. Je pensais qu'on te retrouverait peut-être dans le cloud computing des jeux vidéo, mais pas encore. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Je erre plutôt, c'est pas bien. Je erre sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'épisode, et puis sur les réseaux sociaux. Je suis de temps en temps d'ailleurs sur Instagram et je suis au sens secondaire du terme le compte l'apérotech. Au passage, vous me retrouvez aussi dans Relife, un podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel, RELIFE. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour toutes vos interactions, merci aussi d'envisager le soutien sur Patreon, et on se dit rendez-vous dans quelques jours sur Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Salut.